Je me permets. Merci Monsieur le président et merci à tous les membres du jury et tout le public d'être ici, aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir vous présenter, mes travaux, l'aboutissement de 4 ans de travaux au sein du laboratoire Géophène. Et donc ce travail doctoral a été co-encadré pour le laboratoire IDECAM par Stéphane Costa et pour le BRGM par Gilles Grandjean. Donc mes travaux de thèse s'intitulent «Glissement de terrain littoraux et rétrolittoraux du pays d'Auge, caractérisation hydromécanique et modélisation spatialisée de l'aléa dans un contexte de changement global». Donc la présentation va se passer en 6 temps et dans un premier temps, je vais revenir sur le contexte de la recherche. Alors, la région Normandie est caractérisée par une diversité de phénomènes hydrogravitaires. On trouve notamment des phénomènes de glissement de terrain, de coulées de boue, de chute de blocs, d'érosion de berges, mais également des phénomènes d'effondrement. Et vous le voyez sur cette carte de la région Normandie, sur ce secteur spécifique, qui est en tireté bleue, donc on se trouve dans le secteur du Pays d'Auge, et on a une densité particulièrement importante de phénomènes de glissement de terrain et d'affaissement. Et on regarde un petit peu plus dans le détail ce qui se passe sur ce secteur du Pays d'Auge, on a une diversité de phénomènes de glissement. On a notamment en partie haute de versant, sur la tête de versant, des phénomènes très importants en termes de taille, qui sont des glissements hérités, anciens et relativement stabilisés. On va également trouver sur cette partie haute de versant, cette partie amont, là où on va trouver des épaisseurs importantes de craie, des glissements profonds qui sont un peu plus récents, avec des formes un peu plus fraîches, mais également d'emprise un peu plus réduite. Et puis sur la partie médiane de ces versants, on va trouver également des phénomènes de déformation de versants, de reptation, de solifluxion, mais également des glissements superficiels dont l'épaisseur est de l'ordre de quelques mètres. Comme vous voyez sur cette carte de la densité des phénomènes de glissement de terrain à l'échelle de la Normandie, on a une densité très importante sur le secteur du Pays d'Auge, et notamment sur le nord du Pays d'Auge, ici, sur le secteur de la basse vallée de la Touques, notamment en rive droite de cette basse vallée de la Touques. Vous voyez qu'on a une densité qui est de l'ordre de 1 à 3 glissements par kilomètre carré, ce qui est conséquent. Et donc c'est sur ce secteur spécifique que l'on a décidé d'axer nos recherches. Vous avez ici 2 photographies typiques de glissement de terrain que l'on trouve dans ce secteur de la basse vallée de la Touques. Vous avez sur la photographie de gauche des phénomènes de glissement de terrain profond avec un effondrement de panneaux calcaires. Et en partie basale, on va retrouver des phénomènes de coulées de boue. On a également des phénomènes profonds en domaine rétrolittoral. Et en domaine rétrolittoral, on va également trouver des phénomènes dits superficiels, qui vont concerner uniquement les premiers horizons de sol et qui vont être caractérisés par des successions de bourrelets liés au fluage de matériaux et donc à la rupture et au fluage de matériaux en direction de l'aval. Il faut savoir qu'il y a des enjeux réels sur ce secteur-là en termes de gestion du risque. Vous avez ici quelques exemples caractéristiques de destruction liées à des grandes accélérations qui ont caractérisé le secteur, notamment dans les années 80-90, la dernière accélération ayant eu lieu en 2001. Donc ces grandes accélérations, elles sont toujours et systématiquement connectées avec les niveaux de nappe phréatique. Pour qu'il y ait des glissements de grande ampleur, il faut systématiquement des niveaux hauts de nappe phréatique. Et donc vous voyez que ça engendre des destructions d'habitations, mais également des destructions de routes, de réseaux. Et donc il y a de vrais enjeux sur ce secteur. Alors on peut se demander pourquoi une telle sensibilité au glissement de terrain sur ce secteur spécifique. Eh bien, il y a 2 éléments. D'abord pour les glissements profonds, il y a une complexité lithostratigraphique. On va avoir une succession de couches géologiques avec des propriétés qui leur sont propres et qui sont très différentes finalement les unes des autres. On va trouver notamment en tête de versants, notamment sur le plateau d'Auge, de la craie, qui va avoir tendance à se fragmenter, se fissurer et s'affaisser sur les versants. Et en dessous, on va trouver une accumulation de matériaux plutôt sableux ou argilo-marneux qui vont être soit sensibles au fluage ou à la rupture en profondeur. Et c'est ce qui engendre généralement les phénomènes profonds. On a également une influence des nappes souterraines sur la stabilité de ces versants, et notamment la nappe principale qui est celle de la craie cénomanienne, qui va se déverser sur les versants, les saturer et favoriser ces phénomènes de glissement profond. On a également des phénomènes en domaine littoral spécifiquement, qui viennent s'ajouter à cela, d'érosion en pied de versant, et puis de surpression qui sont liées à la pression exercée par l'eau de mer et par le biseau salé en pied de ces versants. Ensuite, pour les glissements superficiels, on a une sensibilité à la rupture du régolithe. Le régolithe, ce sont les premiers horizons de sol qui sont liés à l'altération de la roche en place. Alors, on va avoir des matériaux qui sont dits autochtones, qui sont liés à l'altération des matériaux réellement en place, et des matériaux subautochtones qui sont liés au fluage progressif de ces matériaux d'amont en aval, et qui vont venir constituer des épaisseurs relativement importantes sur certains de ces versants. Ce qui va d'ailleurs favoriser le déclenchement, puisqu'on est sur des matériaux fortement altérés. Et puis, on a également sur ces glissements superficiels un déversement de la nappe qui se fait notamment au travers de lignes de source qui vont venir saturer ces formations de versants et les rendre sensibles à la rupture. Alors maintenant, intéressons-nous aux objectifs et à la problématique de recherche.
Alors finalement, quel besoin de recherche on avait initialement? On a, des connaissances existantes sur différents sites, notamment en basse vallée de la Touques. Vous avez ici en haut à droite de la figure 4 sites emblématiques, de glissement de terrain littoraux qui ont déjà été instrumentés pour 2 d'entre eux, notamment le 4 et le 5, on y reviendra, par, notamment, les travaux d'Olivier Macaire et de Candide Lissac. On a également des investigations qui ont été réalisées sur quelques glissements rétro-littoraux en domaine proche littoral, par les travaux notamment de Mathieu Fressard en 2013. Cependant, on a peu de sites qui sont bien contraints et on a des connaissances qui sont hétérogènes. On n'a pas le même niveau, le même degré de connaissance d'un site à l'autre. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les connaissances, notamment et spécifiquement au regard du déclenchement et de la réactivation, mais également, et c'est très important, du fonctionnement actuel et futur de ces versants instables. Alors tout d'abord, si on se penche sur les glissements littoraux, on est situé ici entre les communes de Deauville-Trouville qui est au sud, la commune de Honfleur qui est un peu plus au nord, et on a ici 4 glissements que vous voyez en couleur, qui sont des grands glissements côtiers, qui finalement ne sont jamais stabilisés puisqu'il y a toujours une érosion perpétuelle en pied de versant. Et on a 2 de ces versants, les versants qui sont le plus au nord, que sont le Cirque des Graves ici et les Fosses du Macre, respectivement sur les communes de Villerville et de Cricbeuf, qui sont particulièrement bien connus. Et on fait un focus sur le Cirque des Graves, qui est le glissement le plus important en domaine littoral en termes de taille, mais également d'enjeu d'ailleurs. Heu, il y a une connaissance qui est particulièrement fine puisque c'est un site, qui a fait l'objet d'instrumentation, comme je le disais, dans le cadre de travaux antécédents, depuis les années 80, avec une caractérisation fine de la structure géologique de ce glissement, de la cinématique, c'est-à-dire de l'évolution de ce glissement en termes de vitesse et de l'hydrologie de ce versant. On a également des suivis d'observatoires, puisque ce site fait partie de l'observatoire ANO-OMIV, donc Observatoire multidisciplinaire des instabilités de versants. Et on a notamment des suivis hydrologiques. Vous avez ici une photographie d'un piézomètre, et ils sont localisés ici par différents petits points orange qui nous permettent de, de- de regarder les niveaux, les fluctuations du niveau de la nappe tout au long de l'année, au fil de l'année. Et puis on a également des réseaux de bornes topographiques qui sont ici localisés par des petits points noirs, qui sont complétés également par des GPS différentiels qui sont installés sur le site en continu et qui nous permettent de suivre continuellement ce versant. Et donc on a énormément de connaissances sur ce site-là, énormément de données à disposition. Cependant, on a des lacunes encore, alors, au début de la thèse, il y avait encore des lacunes en tout cas, sur la caractérisation hydromécanique de ce versant. Donc l'objectif, ça a été dans un premier temps de proposer des modèles conceptuels plus précis, notamment au regard de la structure de la cinématique, et comme je le disais, surtout d'un point de vue mécanique et hydrogéologique de ces versants, d'approfondir la connaissance des mécanismes physiques. Et pour approfondir cette connaissance, on a eu besoin de faire appel à des modèles numériques. Donc on a notamment utilisé le logiciel SIP, qui fonctionne en éléments finis, pour la caractérisation hydrologique et les écoulements de nappe, le logiciel Slope, qui fonctionne en équilibre limite, et le logiciel FLAC 2D, qui fonctionne en différence finie, ces deux logiciels nous permettant de caractériser la stabilité des versants. En domaine rétro-littoral, on a quelques inventaires, comme je le disais, des travaux antécédents qui ont été faits dans le cadre notamment des travaux de Mathieu Fressard en 2013. On a quelques sites qui ont été investigués, mais là encore, on a quelques lacunes, notamment au regard de la caractérisation hydromécanique de certains de ces versants. Donc l'idée pour nous, ça a été de sélectionner des versants représentatifs de ce que l'on observe classiquement dans le pays d'Auge continental, et donc à la fois pour les glissements superficiels et profonds, d'en définir des modèles conceptuels de fonctionnement, et de la même manière que pour le site littoral, d'en caractériser la stabilité au travers de modélisations hydrologiques et mécaniques. Alors, les sites qui ont été choisis, dans un premier temps, comme on disposait finalement d'une grande batterie de données à disposition pour le site du Cirque des Graves, il nous a paru évident de prendre ce site-là comme un site pilote, de manière à calibrer l'ensemble des modèles réalisés et derrière d'extrapoler ces données, finalement, de s'en resservir pour nous aider à la modélisation des sites rétro-littoraux. Donc, on a d'abord caractérisé ce site sur la commune de Villerville. Dans un second temps, on a entrepris des investigations sur le site profond rétro-littoral du glissement des Valasses, qui possède l'intérêt de présenter des formes fraîches. Donc on sait qu'il y a une activité relativement récente sur ce site. Là, on est sur la commune de Touques. Et puis, en dernier lieu, on a choisi un troisième site sur la commune des Authieux-sur-Calonne, qui est un site superficiel, qui est le glissement du Bas-Verger, pour lequel on avait déjà quelques connaissances a priori. Et puis, une fois qu'on a caractérisé la stabilité et le fonctionnement hydromécanique de ces sites, eh bien, on a essayé de dézoomer, de changer d'échelle pour s'intéresser à la susceptibilité de ces versants du pays d'Auge septentrional, notamment par l'utilisation du logiciel ALICE pour le déclenchement au phénomène de glissement de terrain et par l'utilisation du logiciel FLOER pour la propagation au phénomène de glissement de terrain.
Puis une fois qu'on a fait tout ça, bien évidemment, il s'agit de s'intéresser au changement climatique et au rôle du changement climatique sur la stabilité de ces versants. Puisque, on le sait, on est dans un contexte d'élévation du niveau des températures. Vous avez ici la courbe pour la ville de Caen, issue des modèles Aladin, et vous avez ici la période historique et ici les différents scénarios du GIEC. Et vous le voyez, systématiquement, on est dans un scénario d'augmentation du niveau des températures de l'ordre de 1 à 4 degrés. Donc c'est pas sans poser de questions sur les régimes de précipitation, mais également sur l'augmentation du niveau de la mer, ce qui risque d'avoir un impact sur les phénomènes d'érosion et les phénomènes de surpression en pied de versant. Finalement, tout ça pour répondre à une problématique qui est la suivante: quels facteurs influencent l'état de stabilité des glissements du pays d'Auge et septentrional, et quelles sont les tendances d'évolution attendues dans les prochaines décennies? Et comme je l'expliquais, l'enjeu principal pour nous, ça a été de composer avec des sets de données variables d'un site à l'autre. Alors les travaux à l'échelle du site. Je vais vous présenter d'abord les résultats pour le site du Cirque des Graves, qui est un glissement littoral profond, donc, comme je l'expliquais, pour lequel on a des connaissances a priori. On a ici une géologie assez complexe, vous le voyez de haut en bas. On a notamment des panneaux de craie qui se dissocient. Ici, vous êtes sur la partie plateau. Les panneaux de craie vont se dissocier par dissolution et fragmentation et vont venir s'enfoncer dans un horizon sableux en dessous. Et on va avoir en plus de cela une rupture en profondeur dans des horizons argilo-marneux ici. Finalement, on a un mouvement qui est continu sur ce site, on le sait, et même en période de basse eau, on a un mouvement perpétuel et on a des réajustements locaux. On a également des accélérations intermittentes, c'est ce que vous voyez ici sur la photographie en haut à droite, avec des destructions parfois très importantes. Ça a été le cas notamment des années 1982, 1989, 1995 et la dernière en date étant l'année 2001. On a une commande hydrologique de ces versants et les travaux antécédents nous ont permis de déterminer un lien entre les précipitations, les niveaux de nappe phréatique et les déplacements observés sur ce site instable. Et puis on sait que les apports hydrologiques sur ce site-là sont complexes et erratiques. Et c'est notamment sur ce point que l'on a décidé de se focaliser pour entreprendre des investigations complémentaires. Alors d'un point de vue hydrogéologique d'abord, on a remobilisé des données existantes, notamment des logs de forage qui sont datés de 1986 à 2020. On avait toute une batterie de logs à disposition. On a également réutilisé des données acquises dans le cadre de programmes de recherche antécédents. C'est notamment le cas de données de géochimie des eaux et des données de géophysique, notamment de tomographie de résistivité électrique. Et puis pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on avait déjà, on a acquis de la nouvelle donnée, notamment de la donnée de physico-chimie des eaux. On a caractérisé la localisation des différentes sources sur ce versant, leur débit, leur conductivité et le pH des eaux. Et puis on a acquis également de la donnée de polarisation spontanée. La donnée de polarisation spontanée, c'est une méthode géophysique passive qui consiste à caractériser les microcourants qui sont générés dans le sol naturellement par la circulation de l'eau dans le sol. Et ça nous permet de nous renseigner ça sur à la fois l'intensité et l'orientation des flux souterrains. Donc pour nous, c'était crucial. Une fois qu'on a mis en évidence les caractéristiques hydrogéologiques, on a essayé de s'intéresser au comportement mécanique des différents horizons pour essayer de comprendre comment chaque horizon fonctionnait et comment heu, chaque strate finalement, fonctionnait. Donc on a fait une synthèse des paramètres mécaniques issus d'une batterie de rapports géotechniques. Donc on a relevé la totalité des paramètres qui pouvaient nous être utiles pour la caractérisation de la stabilité. On a également utilisé des données inclinométriques, donc de cisaillement en profondeur pour lesquelles on connaissait les profondeurs de cisaillement pour essayer de rejouer ces secteurs de manière à calibrer les modèles. Et puis, on a fait également des essais complémentaires de laboratoire, des essais divers, qui nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement propre de chacune de ces lithologies. Et voilà quelques éléments préliminaires quelques éléments finalement de ce qui se permet de synthétiser la nouvelle connaissance au niveau hydrogéologique. On s'est rendu compte finalement qu'entre l'Est et l'Ouest, on avait un fonctionnement qui était assez variable. Si l'on prend le profil A qui est ici, qui est localisé sur la figure du haut, on a finalement une géologie qui est très remaniée, des panneaux de craie qui sont très fragmentés, fracturés, dissous, et on va finalement avoir un flux qui va être plutôt parallèle à la pente, avec des flux qui vont être constants tout au long de l'année. En revanche, quand on s'intéresse au secteur central, ici sur le profil B qui est localisé sur la figure du bas, eh bien, on se rend compte qu'on a un comportement qui est assez différent. On a notamment une décharge très importante de la nappe du plateau qui est localisée en partie amont sur ce secteur central du cirque. Donc on va avoir des accumulations d'eau très importantes, ce qui permet ce qui est caractérisé par des niveaux de nappe finalement assez proches de la surface sur ce secteur central. Et puis on a des panneaux de craie qui sont beaucoup plus massifs. Et la polarisation spontanée nous a permis de déterminer que les flux allaient plutôt en profondeur sur ce secteur-là. Finalement, ce serait le long des surfaces de glissement que s'écouleraient préférentiellement ces eaux qui se déchargent sur ce secteur central.
Et ce secteur central, il présente également un intérêt du point de vue de la sensibilité cinématique, de l'évolution du versant. On voit sur cette carte des vitesses que c'est bien sur ce secteur central que l'on a les vitesses les plus importantes. Sur la partie amont, on est de l'ordre de 7 centimètres à l'année. Sur la partie aval, on est à près de 20 centimètres à l'année. Et ça, c'est sans prendre en considération les accélérations brutales que l'on peut avoir ponctuellement. Donc finalement, on a décidé de s'intéresser à ce secteur central et d'investiguer un profil au centre de ce versant. On a fait notamment de la tomographie de résistivité électrique et de la sismique réfraction qui nous ont permis de parvenir à ce modèle géométrique qui est en haut de la slide, avec 7 panneaux de craie dissociés sur lesquels on retrouve bien nos sables, et en profondeur, on va retrouver des surfaces de glissement. Donc l'intérêt, en fait, pour nous, c'était surtout de vérifier l'emplacement de ces surfaces de glissement et puis de comprendre comment ça fonctionnait concrètement via des modèles de stabilité. Donc on a utilisé le modèle FLAC, qui fonctionne en différence finie, et vous avez ici les résultats pour un niveau de Otzo. Et vous le voyez, on a une surface préférentielle qui se développe sur l'ensemble du versant en profondeur, jusqu'à une profondeur de 35 mètres. On retrouve également de la déformation de cisaillement au niveau du secteur, donc sur la slide du haut ici, au niveau des sables. Donc on retrouve bien ce phénomène d'enfoncement des panneaux de craie dans les sables. Et puis ce qui est intéressant à regarder surtout, c'est la stabilité de ce versant. On se rend compte qu'en période de haute eau, ici, on a un facteur de sécurité. Le facteur de sécurité, c'est ce qui conditionne c'est ce qui permet de déterminer la stabilité du versant. On a un facteur de sécurité qui est à 0,85. Lorsqu'on a un facteur de sécurité qui est à 1, on considère qu'on est à l'équilibre. En dessous, on est instable. Au-dessus, on est en stabilité relative, parfois en stabilité précaire. Là, ici, on est à 0,85, donc on est en instabilité inconditionnelle. Quand on regarde les niveaux de haute eau, on est également, les niveaux de basse eau, pardon, on est également toujours autour de l'unité. Donc on se rend compte que finalement, sur ce site, on a toujours une instabilité potentielle de ce versant, ce qui explique la cinématique permanente tout au long de l'année. Hop, alors pardon, moi, hop, je reviens. Et j'oubliais, on a également un impact de la nappe phréatique sur le facteur de sécurité qui est de l'ordre de 2 par mètre d'élévation. Donc à mesure que l'on augmente le niveau de la nappe phréatique, on a un abaissement de cette stabilité globale de l'ordre de 2. Alors le site numéro 2, c'est le glissement des Valas, qui est un site rétro-littoral pour lequel on n'avait pas de connaissances a priori. Donc ça a nécessité des instrumentations, évidemment, pour caractériser ce qui relevait de la géométrie du versant. On a notamment réalisé des sondages carottés, on a réalisé également des sondages au pénétromètre dynamique et des sondages tariaires pour essayer de caractériser la structure de ce versant. Ensuite, d'un point de vue hydrologique, on a également mis en place des piézomètres, en partie amont et aval de ce versant, pour essayer de caractériser les battements de nappe au fil de l'année. Et puis d'un point de vue géotechnique, on a entrepris quelques analyses de laboratoire complémentaires. Et donc ça nous a permis tout ça d'arriver à ce modèle de fonctionnement géométrique, ce modèle, donc caractéristique. Vous voyez qu'on a ici 3 panneaux de craie qui sont dissociés les uns des autres, qui sont relativement fragmentés. Vous avez, donc un basculement de ces panneaux. En dessous, on va retrouver des sables glauconieux. Vous avez ici, en gris, une couche d'argile du Gault, qui est une couche d'argile qui est relativement sensible à la présence d'eau et à la rupture, et en dessous, des sables et des argiles. Et donc, c'est ce modèle géométrique que l'on a joué, qu'on a rejoué avec le logiciel FLAC pour essayer de caractériser la stabilité du versant. Et donc, voilà quelques éléments de résultats. On se rend compte finalement sur ce versant qu'on a une enveloppe qui est plutôt profonde et qui va avoir tendance à suivre la couche d'argile du Gault en profondeur. Comme je l'expliquais, c'est une couche qui est particulièrement sensible du point de vue de ses propriétés mécaniques. On a une enveloppe profonde qui est caractérisée pour une profondeur d'environ une quinzaine de mètres sur ce versant. Et du point de vue de la stabilité, ce versant, il est intéressant puisqu'on se rend compte que même en période de haute eau, on a un facteur de sécurité qui est au-delà de l'unité. On est à 1,09, donc on est en stabilité précaire, mais tout de même au-delà de l'unité. Et puis à mesure que l'on rejoue des niveaux de nappe de plus en plus profonds, on se rend compte que la stabilité augmente. Et en période de basse eau, on a un facteur de sécurité qui est au-delà de 1,5. Donc là, on est en stabilité inconditionnelle. Ce qu'on peut en déduire également du point de vue de l'impact de la nappe, c'est qu'on a, de la même manière que pour les versants côtiers, 2 de baisse du facteur de sécurité par mètre supplémentaire d'élévation de niveau de la nappe. Donc c'est assez comparable à ce qu'on observe en domaine littoral. Donc on peut en déduire que, en tout cas actuellement, dans les conditions actuelles, on a une stabilité de ce versant. Enfin, on en vient au glissement du Bas-Verger, qui est un site donc rétro-littoral superficiel, comme je l'expliquais, pour lequel on avait déjà de la donnée à disposition. On a notamment les travaux de Mathieu Fressard et Tal, pardon, en 2016, qui ont permis de caractériser la géologie de ce versant par la mise en œuvre de sondages multiples et de tomographie de résistivité électrique, dont les profils sont visibles ici en tireté noire.
Ce versant, il a une profondeur qui est estimée de l'ordre de 1 à 2 mètres, donc vraiment très peu profond. Et puis, si vous regardez la figure de droite, ici, on a une idée finalement de l'évolution de ce versant dans le temps. Et c'est un versant qui est intéressant parce qu'il a une histoire qui est assez récente. Si vous regardez la configuration avant 2000, on avait à peine quelques traces de solifluxion ici, donc de déformation de versant, qui apparaissaient. Et puis sur l'année 2000-2001, on a réellement l'initiation du déclenchement de ce versant-là. Parce que sur cette année 2000-2001, on avait des régimes de précipitations très importants et des niveaux de nappe très importants également. Et puis on a eu une réactivation, notamment dans la partie aval de ce glissement, une propagation de ce glissement sur l'année 2005-2006 qui a été également particulièrement pluvieuse. Et il faut savoir également que des premières analyses ont été réalisées pour caractériser la stabilité avec le logiciel SlopeW. Donc pour nous, finalement, les objectifs ils sont multiples. C'était de confirmer les hypothèses émises par les travaux antécédents, de valider les résultats de stabilité par la méthode des équilibres limites avec slope, avec la méthode des différences finies avec FLAC 2D, et puis de déterminer la stabilité actuelle, puisque les travaux antécédents avaient permis de caractériser la stabilité au regard de la configuration initiale et de réactivation de ces versants, mais pas la configuration actuelle. Donc vous avez ici quelques éléments de résultats, et on a notamment la confirmation d'une stabilité limite du versant. Vous voyez que pour un niveau de nappe, ici à 1 mètre sous le niveau du terrain naturel, on a un facteur de sécurité qui est déjà à 1,01. Donc on est réellement en limite de stabilité sur ce versant pour un niveau subaffleurant. On a également, ça c'est intéressant, une hypothèse de rupture initiale qui peut être un petit peu revue. Initialement, ce qui était envisagé, c'était une emprise du versant, une emprise du glissement pardon, sur l'ensemble du secteur d'emprise, qui est ici représenté. Voilà. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on aurait plutôt une rupture sur la partie aval et ensuite une rétrogression de la partie amont. Donc ça, c'est intéressant du point de vue de la dynamique du versant. Si on regarde la topographie actuelle, qui a été caractérisée par photogrammétrie aérienne, donc haute résolution, on a fait des acquisitions complémentaires, et on se rend compte qu'on a un facteur de sécurité qui augmente. On est à 1,15. Ça veut dire qu'on aurait tendance, on n'est pas tout à fait encore dans le domaine du stable, hein, mais on s'approche d'une pente d'équilibre pour ce versant, pour un niveau de nappe à 1 mètre sous le terrain naturel. Et vous voyez ici que l'enveloppe de glissement superficiel, elle se développe de la même manière que pour la rupture initiale sur le secteur médian du versant. Du point de vue de l'influence du niveau de la nappe sur la stabilité, on se rend compte qu'on a une influence de l'ordre de 2 à 5 sur la stabilité du versant sur le facteur de sécurité pour une élévation du niveau de la nappe de l'ordre de 10 centimètres. Donc on se rend compte qu'on a une évolution et une sensibilité à la nappe qui est bien supérieure à celle des autres types de versants, ce qui est logique puisqu'on est sur un glissement superficiel. Et du point de vue de la rupture, pour l'intégralité des scénarios modélisés, on est toujours sur une rupture avec un niveau de nappe phréatique, un niveau de nappe entre 60 centimètres et 1 mètre sous le terrain naturel. Donc maintenant qu'on a regardé le fonctionnement à l'échelle des différents sites et des différents types de glissement de terrain, on va s'intéresser à l'analyse de la susceptibilité à une échelle un peu plus large. On va dézoomer un petit peu, changer d'échelle spatiale. On a notamment décidé de s'intéresser à deux secteurs. Ce grand secteur de 68 km² en rive droite de la Touques. Vous avez ici la commune de Deauville, ici la commune de Pont-l'Évêque. Et puis sur le secteur du Mont-Canisy, localisé en rive gauche de la Touques. Et donc, pour caractériser la susceptibilité au glissement de terrain, on a utilisé de la modélisation 2,5D, notamment au travers de l'utilisation du logiciel du BRGM Alice pour la susceptibilité au déclenchement et le logiciel Floer, développé par l'Université de Lausanne pour estimer la propagation. L'intérêt d'utiliser Alice pour le déclenchement, c'est qu'il a la possibilité de considérer la topographie, les épaisseurs des formations, à la fois des formations superficielles pour les glissements superficiels, mais également des formations géologiques pour les glissements profonds, d'intégrer les paramètres géotechniques des différentes formations que l'on modélise. Donc on est sur un modèle dit à base physique, et l'occupation du sol, à savoir qu'on a la capacité de se dire qu'on va caractériser l'influence de la végétation sur la stabilité du versant. Il permet également d'intégrer un niveau de remplissage des différentes formations de manière empirique. Donc on peut caractériser des niveaux de nappes phréatiques successifs avec un remplissage tel que dans une cuve, hein, finalement, des différentes géologies et des différents substrats. Et puis, il permet de simuler de nombreux scénarios. Et c'est là tout l'intérêt également de ce logiciel, c'est qu'on peut caractériser différents scénarios de profondeur de glissement, de largeur au niveau de l'emprise de ce glissement, mais également de type de phénomène. Donc, on a ici un exemple de glissement translationnel, rotationnel ou complexe. Donc, on a vraiment une diversité de paramétrages qui nous permet de parvenir à des modèles finalement assez variés
au niveau des scénarios. Et donc ce qu'on a fait nous dans notre cas, c'est qu'on a simulé une batterie de scénarios selon ces 3 scénarios et ensuite on a fusionné l'ensemble des scénarios pour caractériser une carte de susceptibilité au glissement superficiel et au glissement profond. Donc je vous présente ici les résultats pour le site principal situé en rive droite de la Touques. Pour les glissements superficiels, on se rend compte qu'on a plutôt une faible susceptibilité pour des niveaux de nappe bas. Finalement, ça corrobore ce que l'on disait sur le glissement du bas-verger. Quand on a des niveaux de nappe relativement bas sur ces secteurs-là, on a une très faible sensibilité de ces secteurs. Vous avez ici la carte à 0, donc ça veut dire que finalement, on n'a pas de nappe du tout, on n'a pas d'eau. À 0,5, on a 50% de remplissage des formations superficielles. Imaginez ça comme un réservoir. Et puis à 1, on a un remplissage, une saturation complète des matériaux jusqu'au niveau du terrain naturel. On se rend compte qu'on a une croissance de la susceptibilité territoriale à partir d'un remplissage de l'ordre de 50%. Et au-delà, ça augmente de manière croissante. Et on se rend compte qu'on a plutôt une bonne reconnaissance de ces phénomènes, enfin des phénomènes de glissement de terrain, puisqu'on a une base de données que l'on a complétée dans le cadre de ce travail doctoral, de glissement recensés sur le terrain, et on a 80% de reconnaissance de ces phénomènes de glissement superficiel avec les analyses ALICE pour les niveaux les plus élevés. On regarde maintenant les glissements profonds. On se rend compte que sans introduction d'eau, on a déjà quelques têtes de versants qui sont susceptibles, et parfois fortement susceptibles, notamment sur la partie sud-est, caractérise le mont Saint-Léger ici. Ce qui peut être mis en relation directe avec les propriétés mécaniques qui ont été introduites dans le modèle, hein, et puis la pente également de ces versants. On se rend compte également qu'on a une croissance qui est plus progressive de la susceptibilité entre les différents modèles. Et lorsque l'on regarde les modèles avec les niveaux de nappe les plus importants, on a une reconnaissance jusqu'à 52% des glissements connus. Il faut également considérer que dans les glissements connus, il y a également des glissements hérités de la période, des dernières périodes glaciaires qui sont des glissements anciens. Et donc, il est logique que certains de ces glissements ne puissent pas être reconnus dans les conditions actuelles. Alors maintenant, par connaissance experte, on a essayé de caractériser 2 cartes qui sont caractéristiques de ce que l'on pourrait considérer comme un seuil critique. Et cette connaissance experte, elle nous est permise à la fois par les acquisitions sur le terrain, mais également par les modélisations qui ont été faites et tous les travaux qui ont été faits de manière antécédente sur les différents sites. Et on a caractérisé comme étant un seuil critique un remplissage empirique de 90% pour les glissements superficiels ici, en haut, et un remplissage un peu moins important comme étant seuil critique de 70% de remplissage des formations sous-jacentes pour les glissements profonds sur la carte du bas. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet quand même de mettre en évidence, d'un point de vue spatial, les secteurs qui sont les plus sujets à ces phénomènes-là. Ce sont notamment les secteurs qui sont localisés autour du mont Saint-Léger, sur la partie sud-est, qui est localisée ici. On a également des secteurs en tête de bassin versant qui sont caractérisés par une susceptibilité assez forte. Et puis, au niveau des coteaux qui dominent la vallée de la Touques, on a également une susceptibilité qui va être un peu plus forte de ces glissements de terrain à la fois superficiels et profonds. La validation des modèles, finalement, elle a été faite à la fois par la reconnaissance des glissements recensés, mais également lorsqu'on les superpose avec les zonages experts. On a fait ici l'exercice pour le secteur de la rive droite de la Touques et pour le secteur du Mont Canisy, pour lesquels on a superposé les résultats sous Alice. Et on se rend compte que finalement, on a plutôt une bonne concordance entre les zonages d'aléas plutôt forts et les zones de susceptibilité assez fortes sur le Mont Canisy, mais également sur la carte Zermos, donc zone d'exposition au risque de mouvement de sol. Sur le secteur de la rive droite, on a également la probabilité calculée, les probabilités calculées les plus fortes qui correspondent au zonage Zermos avec une sensibilité la plus forte également. Donc finalement, on se rend compte qu'on peut réellement considérer Alice comme un outil d'aide à la décision et de cartographie de l'aléa. Alors maintenant, on peut s'intéresser aux tendances qui sont liées au changement climatique, une fois qu'on a caractérisé tout cela. Alors, pour les glissements profonds, il est certain qu'on a une commande hydrologique. Il y a des liens qui ont été mis en évidence entre pluviométrie et niveau de nappe et les grandes accélérations connues. Vous avez ici des niveaux de nappe qui sont caractérisés sur le piézomètre à l'intérieur des terres qui est localisé à Danestal. Ici, donc vous avez le secteur de Deauville qui est ici. Donc on est à quelques kilomètres de notre secteur d'études. Et on voit qu'au niveau régional, eh bien, les phénomènes d'accélération, les phénomènes d'augmentation forts du niveau de la nappe correspondent aux différentes accélérations qu'on a connues historiquement. Vous avez ici l'accélération de 1982, 1988, 1995 et celle de 2001. Donc on a réellement un lien entre le déclenchement de ces phénomènes profonds et les niveaux de nappe au niveau régional. Maintenant, il faut regarder ça au regard des précipitations attendues à l'échéance 2100. Et quand on regarde cette carte de l'estimation de la baisse des précipitations à échéance 2100 pour les scénarios RCP 8.5, le scénario RCP 8.5, c'est ce qui définit une continuité des émissions de gaz à effet de serre telles qu'on les connaît aujourd'hui.
Donc sans mise en œuvre de vraies politiques environnementales, on pourrait avoir jusqu'à moins 100 millimètres sur notre secteur de la basse vallée de la Touques, ce qui est conséquent. Et c'est pas sans poser de questions sur le rabattement de la nappe au niveau du plateau de la craie du pays d'Auge. Et il y a eu des modélisations qui ont été entreprises notamment par Stolsteiner en 2012 au BRGM, qui ont permis de caractériser un rabattement du niveau de la nappe jusqu'à 8 mètres en partie plateau. Et sur le secteur de la basse vallée de la Touques qui nous intéresse et sur les versants, de l'ordre de 1 à 6 mètres. C'est tout de même conséquent. Il est également important de s'intéresser au cumul interannuel. Et on se rend compte que finalement, il faut généralement plusieurs années successives de précipitations pour qu'il y ait des grands déclenchements de phénomènes de glissement de terrain profond. Et vous le voyez ici, quand on cumule 2 années de précipitations cumulées, on retrouve bien l'accélération de 1982, de 1995 et de 2001. Et finalement, quand on essaie de déterminer un seuil de déclenchement potentiel sur 2 années consécutives, on se rend compte que l'on a une tendance qui est plutôt à la baisse. Vous avez ici en vert le scénario historique et en bleu le scénario de projection par les modèles CNRM 2014. Et on voit bien cette tendance à la baisse pour le scénario 8.5. Donc finalement, on peut se dire qu'il y a potentiellement une baisse de la susceptibilité au déclenchement des glissements profonds en domaine continental. Continental uniquement pour le moment. Pour les glissements superficiels, on a une importance de la saisonnalité des précipitations, c'est-à-dire qu'au-delà des niveaux de nappe phréatique à l'échéance annuelle et interannuelle, on a également la possibilité de déclenchement de phénomènes superficiels par des précipitations cumulées sur quelques jours seulement. Et on se rend bien compte que quand on regarde, donc là en gris foncé, vous avez les phénomènes superficiels. On a des phénomènes qui se déclenchent de novembre à avril, mais également un pic très important sur les mois de mai, notamment le mois de juin, et également un petit peu sur le mois de mai et d'août. Donc ça veut bien dire que des précipitations sur quelques jours suffiraient à déclencher ces phénomènes. Les travaux antécédents ont permis de déterminer une intensité de l'ordre de 5 millimètres par jour sur 15 jours consécutifs comme étant un seuil critique pour la stabilité de ces versants au glissement superficiel. Donc on est reparti de ce postulat et on a essayé de regarder sur les scénarios prospectifs RCP 8.5 ce qu'il en est de la tendance au niveau décennal. Donc on a regardé finalement le nombre de jours de dépassement de ce seuil décennie par décennie et on a fait une moyenne à la fois sur la période historique avant 2020 et sur la période prospective après 2020. Et voilà quelques résultats. Vous avez notamment sur la période février-mars un abaissement, une hausse assez importante du nombre de jours de dépassement. Vous avez notamment, c'est intéressant de le préciser, hein, sur ces mois de février-mars, c'est là où l'on a les niveaux de nappe phréatique les plus importants. Donc finalement, on a une surimposition à la fois de niveaux de nappe très importants et de précipitations soutenues. Au niveau du printemps et de l'automne, on a également des niveaux qui vont. On a un seuil de dépassement qui va finalement assez peu évoluer entre les différents mois qui sont caractérisés, notamment sur les mois d'avril, mai, juin ou octobre, novembre. En revanche, en été, on a une baisse caractéristique du nombre de jours de dépassement de ce seuil de 5 millimètres sur 15 jours. Et vous le voyez notamment sur les mois de juillet et août, notamment sur le mois d'août, on a un abaissement presque à zéro finalement de ce seuil de dépassement. Et puis on a le mois de décembre qui se comporte de manière qui lui est propre finalement, avec un abaissement caractéristique du nombre de jours de dépassement de ce seuil. Et on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il s'agit là d'un biais du modèle ou d'une réalité finalement? Globalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un impact variable du changement climatique sur ces phénomènes de glissement superficiel, notamment avec une modification de la cyclicité et de la récurrence de ces phénomènes qui devraient être un peu plus regroupés sur la période hivernale et notamment sur les mois de janvier, février, mars. Maintenant, intéressons-nous aux phénomènes de glissement littoraux profonds. On a modélisé ces glissements en tenant compte finalement des différents paramètres qui pourraient influencer ce degré de stabilité dans les décennies à venir. Finalement, on se rend compte que quand on caractérise un abaissement de la nappe phréatique sur ce secteur, hein, en zone amont, là où finalement la nappe du plateau va venir se déverser, on a une augmentation de la stabilité entre 0,5% et 7,5% sur le facteur de sécurité. Et donc finalement, on retrouve bien les résultats qu'on avait en domaine rétro-littoral avec plutôt un abaissement de la susceptibilité. Cependant, il est important de préciser qu'en domaine littoral, on a l'érosion et l'impact du niveau de la mer qui va venir jouer. Et donc, on a décidé, pour essayer de tenir compte de ces scénarios, de modéliser une hausse du niveau marin de 1 mètre sur le pied de versant, pour essayer de caractériser l'impact justement d'une élévation du niveau de la nappe sur ce pied-là. Et on s'est rendu compte qu'on avait un abaissement de l'ordre de 4% du facteur de sécurité. Donc on a un abaissement, c'est certain, de la stabilité globale de ce versant. Et puis lorsqu'on prend un scénario de recul théorique, hein, c'est totalement théorique, mais pour voir finalement l'influence potentielle d'un sapement en pied de versant lié à l'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 10 mètres,
on a un abaissement du facteur de sécurité de l'ordre de 6,5%. Donc si on part de ces quelques postulats, qui sont préliminaires, on peut se dire que finalement, en domaine littoral, la susceptibilité devrait tendre à augmenter par l'effet conjoint à la fois de l'érosion et de l'augmentation du niveau de la mer. Alors maintenant, quelques éléments de conclusion et de perspective de recherche. Donc, je vous ai exposé un petit peu les différents résultats de mes travaux. En guise de conclusion, on a la confirmation de certains mécanismes. Notamment, on l'a vu, on a un comportement qui est variable en fonction de la profondeur. Si on a un site superficiel, profond, si on est en domaine littoral, rétro-littoral. C'est tout ce que je vous ai présenté par ailleurs. On a une stabilité limite qui est permanente des grands glissements côtiers. C'est ce qui avait d'ores et déjà été mis en évidence par les travaux antécédents et ce qui a été confirmé dans le cadre de ces travaux. On a également la nécessité de niveaux subaffleurants pour les glissements superficiels et donc une saturation importante de ces versants pour qu'il y ait déclenchement de glissements superficiels. Et finalement, c'est également ce qui avait été déterminé de manière préalable par les travaux antécédents. Dans le cadre de nos travaux, on a levé également certains verrous, notamment du point de vue de la complexité et de l'asynchronisme du versant du cirque des Graves, qui est caractéristique des versants côtiers du pays d'Auge. On a également mis en évidence la faible susceptibilité des glissements rétrolittoraux profonds. On a mis en évidence, comme on l'a vu à l'instant, l'impact du changement climatique pour les différents types de versants, à la fois superficiels et profonds, et avec influence ou non du niveau de la mer et de l'érosion basale. Et puis finalement, on s'est rendu compte au travers de ce travail qu'il y avait une vraie complémentarité des approches, puisqu'on a utilisé toute une batterie d'approches, notamment des approches géologiques, hydrogéologiques, géotechniques, géomorphologiques bien évidemment, et géographiques par également l'utilisation de différentes échelles spatiales. Et on se rend compte qu'on a une vraie complémentarité des approches et des disciplines les unes aux autres. Et puis une complémentarité des logiciels entre eux, puisqu'on a vu que certains logiciels, notamment le logiciel FLAC, permettaient de valider les résultats qui avaient été mis en évidence par le logiciel SLOPE, par exemple. Alors, bien évidemment, il s'agit de considérer également les limites des modèles utilisés, puisqu'on reste sur une simplification de la réalité. Il ne faut pas le perdre de vue, notamment du point de vue du paramétrage, puisque l'on a réduit les paramètres, le champ des possibles au niveau des paramètres, et forcément, on est dans de la simplification, et ce n'est pas forcément toujours représentatif de ce qui se passe concrètement sur site. Mais on est obligé finalement de simplifier cette réalité. Et puis, il y a les limites de la 2D, notamment par l'utilisation de FLAC et de ALICE, qui fonctionnent également par transects successifs. On sait qu'il y a des effets de 3D et des effets latéraux qui vont venir également jouer sur ces versants et qui ne permettent pas de prendre en considération toute la complexité de ces versants. Donc on reste sur une analyse préliminaire. On a globalement une mauvaise gestion des grandes déformations sur le logiciel FLAC. Et ça peut être notamment, ce serait des pistes, ça pourrait être, il pourrait être intéressant d'utiliser d'autres types de logiciels, notamment les modèles SPFEM, Smooth Particle Finite Element Method, qui sont en développement actuellement et qui montrent des résultats prometteurs sur les phénomènes de propagation des grands versants profonds. Ça, c'est des pistes qui pourraient être mises en œuvre sur ces phénomènes, et notamment, c'est typiquement ce qu'on retrouve, ce type de morphologie, sur le glissement du cirque des Graves en domaine côtier, où on a une continuité de la propagation de ce versant. On n'a également pas pu faire de réel couplage hydromécanique sur les différents modèles qu'on a réalisés. On a effectivement modélisé des niveaux statiques successifs de niveau de nappe, mais il pourrait être également intéressant, si on avait de la donnée complémentaire, de faire un réel modèle couplé pour essayer de voir l'influence des surpressions et des écoulements dans le sol sur justement la stabilité de ces versants, au-delà d'un niveau statique. Et puis, il est important de préciser que les modèles de climat, à l'heure actuelle, ne permettent pas encore une analyse sur le temps court. On n'est pas sur des modèles météorologiques, on est sur des modèles prospectifs sur le long terme, qui sont des simulations qui nous donnent une tendance. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé finalement aux grandes tendances à l'échelle décennale. Bon, maintenant, au niveau des enjeux et des perspectives opérationnelles, parce qu'il y en a. Ce projet a été porté et financé dans le cadre du programme ANR Ricochet, qui visait notamment à amener de la connaissance complémentaire pour les décisionnaires, pour les élus. Et donc, c'était important pour nous également d'apporter cette connaissance-là. Et il y a quand même une amélioration de la connaissance sur les rythmes d'évolution et notamment sur les seuils d'alerte, principalement sur le secteur du cirque des Graves, pour lequel on a pu déterminer différents seuils d'alerte au regard de certains piézomètres. Quand on regarde l'évolution du battement de la nappe et des déplacements, on a pu mettre en évidence des seuils de réactivation saisonniers. Également, un outil d'aide à la décision pour les collectivités, pour tout ce qui est urbanisme aménagement, notamment au travers des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Et ça, c'est utile notamment pour les élus. Et puis, une aide à la décision également pour les services de l'État, puisqu'on l'a vu, les modèles ALICE sont très intéressants du point de vue de la spatialisation, de la susceptibilité au glissement de terrain, et ça peut être utile à des outils réglementaires tels que les plans de prévention des risques. Et puis, on peut se demander finalement, avec tout ce qu'on a mis en évidence au regard du changement climatique,
Eh bien, quid des aménagements ou des adaptations à mettre en place sur certains versants? Puisqu'on a vu, certains versants vont certainement continuer, à rester en activité ou voire même vont montrer une susceptibilité un peu plus forte au déclenchement et on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour certains types de glissements, on va plutôt continuer à aménager pour défendre? Ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt préférable d'entreprendre un recul stratégique et de s'adapter d'un point de vue territorial, aux évolutions qui ont été modélisées dans le cadre de ces travaux? Donc ça ouvre de nouvelles perspectives également et des nouvelles pistes de réflexion. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention.